La tête de dépéré. Je suis malade. Il est malade. Je suis un homme malade. Ah. Donc autant vous dire que là, Il est à l'agonie. je suis à l'agonie. Ah bah ça, il va Là, je mûrir. devrais être sous perf. Je sais même pas si je vais passer la nuit. Pauvre bichette. Donc je vous fais une vidéo, vous avez intérêt, on vous fait une vidéo, vous avez intérêt à vous abonner, à liker, à partager, hein, parce que c'est peut-être la dernière. La menace. Je vais peut-être mourir, j'ai un rhume, donc peut-être je vais mourir. Voilà, Voilà, il est malade quoi. je suis un homme. Je vais mourir. Bon, bref, de retour dans une nouvelle vidéo. Oui, Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet qui revient beaucoup. oui, Oui. On va parler de culpabilité oui. et de honte. Culpabilité, hein. Voilà, Oui. Quelle est la question? une très bonne question. Je pose la question. Tu poses la... Ah ouais, tu poses la question. Ouais. Donc, question qu'il va poser, auquel on va répondre tous les deux. Essayez de faire ça dans un temps assez court pour vous C'est proposer quand même des vidéos d'une vingtaine de minutes. Et voilà. Quelle serait la question? Bah, première sur la culpabilité. Toi, dans tes accompagnements, à quel moment tu vois la culpabilité et qu'est-ce qu'elle génère chez tes clients, patients et comment tu abordes cette notion-là avec eux, à titre individuel? Alors, la culpabilité, je la retrouve beaucoup. Alors, ça peut paraître bête, je sais pas, mais c'est aussi une majorité des personnes que j'accompagne, beaucoup chez les femmes. Énormément chez les femmes sur la culpabilité de ne pas avoir, par exemple, été en mesure de réagir à une situation qui a été traumatisante, de ne pas avoir fait suffisamment, été assez. Sur, par exemple, je l'entends beaucoup, des personnes qui vont être victimes de viols, de harcèlement, de maltraitance et qui vont se sentir coupables de ces violences qu'elles ont subies à la place de la personne qui devrait être coupable en fait. J'ai le même constat que toi et ça va tourner du coup la culpabilité dans un sens particulier, c'est que j'ai le même constat que toi malheureusement, c'est que beaucoup de femmes sont victimes d'abus sexuels, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et pour le coup, il y a une culpabilité même judiciaire. Ouais. Sauf que la plupart du temps, cette culpabilité judiciaire n'est même pas reconnue en fait. Donc, et comme l'acte répréhensible existe, bah, je te rejoins sur le fait que ces victimes se retrouvent à porter la culpabilité de cet acte-là en fait, parce qu'elles n'ont personne sur lequel le décharger en fait. Elles n'ont pas cette reconnaissance sociale. Donc je suis d'accord avec toi sur cette culpabilité-là qui est pour moi un peu particulière parce qu'il y a un acte, pour le coup, là on parle de culpabilité même judiciaire en fait, tu vois. Et je te rejoins là-dessus. Ouais. Et si on parlait un peu moins judiciaire, mais la notion même vague de culpabilité? Je dirais déjà que c'est quelque chose que beaucoup de femmes portent avec elles, que ce soit par exemple dans le transgénérationnel, où il y a déjà de base une culpabilité d'être une femme par rapport à la société dans laquelle on est, où pendant des années, voire des générations, on a culpabilisé la femme d'être une femme. Donc on porte toute en nous cette culpabilité-là un peu sous-jacente qui va se présenter à différentes périodes de notre vie et qui va nous accompagner tout au long de notre vie et avoir un impact sur la façon dont on va se présenter au monde, la façon dont on va interagir avec les gens, parce qu'on aura toujours peur on se sentira toujours coupable de tous les maux de la terre en quelque sorte. Je le retrouve beaucoup par exemple avec des mamans qui se sentent coupables des échecs scolaires de leurs enfants ou qui se sentent coupables des choix que font leurs ados ou leurs enfants, j'aurais dû mieux l'informer ou j'aurais dû être plus sur son dos pour les études, j'aurais dû faire plus attention. Et en fait, les personnes ont tendance à oublier qu'elles ne sont pas responsables des choix de la personne, de l'enfant, à partir d'un certain âge. Il a sa responsabilité, il assume les conséquences de ses actes. Et que au-delà de ça, il y a aussi le côté où il y a l'environnement. Il y a l'environnement scolaire qui a sa part de responsabilité.
le corps enseignant qui va avoir sa part de responsabilité. Il y a plein de choses qui font que je dirais par instinct, par mécanisme, par automatisme, la mère va prendre toute la culpabilité, même si ça ne la concerne pas directement, du moment que ça concerne un de ses enfants, comme si elle était responsable de tout ce qui ne va pas chez son enfant, tout ce qui ne va pas dans la vie de son enfant, en dehors de la maison. À l'intérieur de la maison, c'est encore autre chose, mais beaucoup en dehors. C'est vrai que par exemple, déjà il y a ce conditionnement-là, même ancestral, c'est Ève qui a fait croquer la pomme, quoi, donc elle est coupable, il y a la culpabilité des... Dans la religion, c'est flagrant. Il y a la culpabilité des sorcières qu'on a brûlées, comme on en parlait dans le livre Le complexe de la sorcière, mais même de façon, souvent quand, je pense à un sujet qui n'a rien à voir, mais quand il y a par exemple un désir d'enfant dans un couple, quand il y a une infertilité, on va tout de suite aller chercher du côté de la femme, et la femme va souvent se remettre en question là-dessus, avant même d'interroger la fertilité de son compagnon, quoi. Donc je te rejoins sur le fait qu'on a peut-être mis un conditionnement de culpabilité encore plus fort chez la femme que chez l'homme, quoi. Même s'il existe chez l'homme. Oui, même s'il se présente chez l'homme, il est là aussi dans du transgénérationnel et dans plein de choses aussi. C'est quelque chose que porte l'homme aussi, mais il va avoir une autre forme et il va être peut-être plus silencieux. L'homme va rarement parler de sa culpabilité envers quelque chose. Il va rarement dire qu'il se sent coupable de quelque chose. Il va plus être dans la retenue. Je pense que la culpabilité, on en parlait un peu avant de commencer à filmer, elle est faite aussi justement comme un outil pour écraser celui que tu veux écraser, en fait. En lui faisant porter une culpabilité, tu te mets toi sur un piédestal et tu te valorises, quoi. Donc je pense que les femmes, les enfants, les étrangers, on va plus facilement porter une culpabilité là-dessus, mais en fait pour se protéger soi. Et donc l'empêcher même d'avoir un pouvoir. Et pour rebondir là-dessus sur les accompagnements, moi dans les accompagnements individuels, je trouve que la culpabilité est notre premier frein à l'épanouissement personnel. C'est vrai. Tu vois, c'est le premier frein à notre expansion de vie, c'est le premier frein à notre Comme liberté. Si, d'une certaine manière, avec cette culpabilité, on n'avait pas le droit d'être heureux et d'être épanoui et d'être libre. D'être indépendant, d'être... c'est direct... je dois faire pour l'extérieur. Tu vois, il y a un côté écrasant de culpabilité, quoi. C'est vrai. Donc je pense que cette culpabilité, elle est très présente en conditionnement. Et moi, c'est un des premiers trucs que je bosse en thérapie. Parce que la culpabilité, elle va empêcher l'estime de soi, elle va empêcher d'être OK avec qui je suis, donc de savoir ce que je veux, de prendre la parole, etc. Ça, c'est à titre individuel pour moi. Et un truc qui revient aussi beaucoup, c'est les personnes qui vont se sentir culpabilisées par un propos. Tu sais, on fait souvent l'amalgame entre la responsabilité et la culpabilité. Et souvent, les personnes qui vont lire des choses, des textes sur les réseaux, vont le lire et se sentir coupable de quelque chose parce qu'on parle de notion de responsabilité. La responsabilité, c'est autre chose que de la culpabilité, et que la culpabilité qu'on ressent, on peut décider, parce que c'est une énergie, on peut décider de l'utiliser pour prendre la responsabilité de transformer les choses dans notre vie, plutôt que de la porter comme un fardeau, comme tu disais. Et il y a beaucoup ce truc de moralisation qu'il y a autour de la culpabilité, t'as raison de te sentir coupable, ou c'est de ta faute si tu fais comme ci ou comme ça, ou machin. C'est d'aller chercher à quel moment je peux considérer que ma culpabilité peut être une part de responsabilité que je peux choisir pour aller de l'avant. Après, tu as tout le discours, je vois ce que tu veux dire, parce que ça a même le discours inverse qu'on peut entendre parfois dans le développement personnel, ou de dire arrêtez de vous victimiser, sortez de cette victimisation, etc. Et moi, je crois qu'il faut bien faire la différence justement entre des faits, tu vois, et ce qu'on peut faire de ces faits-là, en fait. Mais c'est le même mot, tu vois, ça reste le mot victime. Mais quelqu'un qui a subi, par exemple, de la violence, une agression, quelque chose, il est une victime.
Il est une victime. Et moi, je trouve que déjà reconnaître cette position-là, sociale, c'est vachement important. Pour lui permettre après de ne pas être défini quelque part qu'uniquement par ça, en fait. Qu'il reprenne un pouvoir, une responsabilité. Petit aparté, j'avais cette discussion à une conférence il n'y a pas longtemps avec qui on débattait avec quelqu'un qui était très fermé là-dessus, sur le fait de dire non, une victime c'est une victime, point, elle peut rien faire, elle n'a rien à faire, machin, etc. J'entends la bonne intention derrière ça, mais en même temps, moi je trouve vachement important, c'est que mon point de vue, de redonner un pouvoir d'agir à la victime. De ne pas la condamner à c'est un agresseur qui l'a agressé, elle pouvait rien faire, et même pour s'en sortir, c'est normal qu'elle aille mal, et elle peut pas s'en sortir presque par elle-même, en fait. Tu vois, on retombe sur ce triangle de Cartman de victime, sauveur, bourreau. Et moi, je crois qu'encore une fois, c'est pas aussi simple que de tout trancher, et de savoir faire la différence, comme tu dis, entre culpabilité, responsabilité, victime, d'appeler un chat, mais de ne pas en faire une fin en soi. Ouais. De sortir de cette identification dans laquelle on peut être amené à se placer ou à être placé, et de se dire certes, il y a ça, je suis victime de, j'ai subi ça, mais j'ai le pouvoir et je suis la seule personne à avoir le pouvoir de m'en défaire, de m'en libérer. Pour moi, la culpabilité, c'est vraiment la notion de à quel point j'aime la personne que je suis, à quel point j'accepte la personne que je suis dans sa globalité, avec ses ombres, avec ses lumières, à quel point je l'accepte. Donc pour moi, c'est ça, cette culpabilité, c'est je rejette une partie de moi, plus ou moins grande. Quelqu'un qui va avoir peu d'estime, par exemple, il rejette une partie énorme de lui. Ça, pour moi, c'est cette notion de culpabilité, c'est moi avec moi. Et parfois, cette culpabilité moi avec moi va avoir un retentissement sur mes relations. Si je suis pas bien avec moi, que j'estime pas celui que je suis, que je le sens coupable, je vais forcément essayer de compenser ce peu de valeur dans la relation que j'ai avec l'autre, quoi. Donc cette culpabilité individuelle va avoir un retentissement sur la relation. Elle va souvent amener beaucoup d'hyper-contrôle. Le contrôle de la façon dont on va parler, dont on va se comporter, des mots qu'on va utiliser, de la façon dont on va se présenter aux gens. Il y a un truc un peu une croyance que quoi qu'il arrive, je suis coupable de quelque chose, donc il faut éviter que je le sois trop. Et du coup, il va y avoir un hyper-contrôle jusque dans l'extrême. Et la personne, et c'est ça qui est assez dingue, c'est que la personne va toujours trouver quelque chose pour lequel elle se sentira coupable. La personne par exemple, elle va faire une blague ou elle va dire quelque chose, elle va avoir une conversation avec quelqu'un et puis elle va dire quelque chose qui passera sans difficulté. Elle va rentrer chez elle et se dire ils m'ont sûrement pas trouvée intéressante, ils n'ont pas réagi à ça. Et la personne va vraiment se sentir coupable d'avoir été elle, enfin même pas d'avoir été elle, parce que souvent elle met une sorte de masque. De toute façon, elle est braquée sur sa culpabilité, elle joue la culpabilité, elle ne voit que ça. Donc encore une fois, même dans la relation, je diviserais la culpabilité entre parfois se sentir coupable dans la relation, je suis pas assez bien, je suis pas capable de lui apporter ce qu'il veut, je suis pas machin, d'une culpabilité relationnelle qui va être pour le coup une réelle culpabilité, c'est-à-dire que j'étais engagé sur des valeurs, sur des choix, sur des trucs, et là j'ai trahi, tu vois, là la culpabilité, je sais pas, j'ai trompé, j'ai menti, donc il y a vraiment deux notions de culpabilité en fait un peu différentes. Celle de fait, où pour moi il y avait un engagement, une espèce de loi, une espèce de forme acceptée que j'ai trahi, donc avec une réelle culpabilité. Et cette espèce de piège de culpabilité intérieure qui va s'intercaler à n'importe quel moment dans mes interactions avec l'extérieur. Comment tu bosses, toi, sur la culpabilité ? Comment je bosse sur la culpabilité ? Déjà, je prends le temps de demander à la personne de quoi elle se sent coupable. S'il y a des circonstances bien particulières ou si c'est quelque chose qu'elle porte avec elle depuis longtemps. Je vais prendre cet exemple parce que c'est un exemple après assez flagrant. Une personne qui va se sentir coupable d'avoir subi quelque chose étant plus jeune, étant enfant, de la part d'un adulte, de la part d'un responsable.
et va porter cette culpabilité avec elle toute sa vie, de se dire j'aurais dû réagir, j'aurais dû prévenir un adulte, j'aurais dû dire non, j'aurais dû faire quelque chose, et va nourrir cette culpabilité alors qu'à ce moment-là de sa vie, elle a réagi de la seule manière qu'elle pouvait réagir, et cette culpabilité n'a plus d'intérêt à part de nourrir la souffrance. Et finalement, elles vont se sentir coupables de quelque chose dont elles sont victimes et prendre, comme on disait tout à l'heure, la culpabilité de la personne qui est responsable de ça. Et elles vont la porter avec elles pendant des années et des années. Donc, c'est vraiment d'aller accompagner la personne à prendre conscience qu'elle n'est pas coupable de la façon dont elle a réagi, de ce qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'elle n'était qu'une enfant, parce qu'elle n'était pas consciente des choses, parce que c'était pas l'adulte responsable dans la situation, et que cette culpabilité ne lui appartient pas. C'est vraiment d'aller rendre la culpabilité à la personne qui est responsable de ça, de pouvoir lui redonner. Parce que ça ancre aussi une certaine chose, ça veut dire que si la personne considère qu'elle est coupable de ce qu'elle a subi, l'autre est victime. Et c'est pas cohérent. Oui. Tu vois, il faut qu'il y ait un coupable et une victime. On est dans une sorte de dualité d'extrême, mais c'est un peu cette idée qui se fait. Ça veut dire que si la personne se considère coupable d'avoir subi ça, que c'est de sa faute parce qu'elle aurait dû réagir autrement, elle aurait dû s'en rendre compte, elle aurait dû machin, ça veut dire que l'autre est victime. Donc la personne responsable est victime de ce qu'elle lui a fait subir. Et ça rend la chose complètement incohérente. Donc c'est vraiment d'aller rendre, je le travaille beaucoup sur rendre la culpabilité à la personne à qui ça appartient. Je suis d'accord. Après, même sans aller sur ces extrêmes-là de violence ou autre, je crois qu'on porte tous des culpabilités sans même le savoir et le vouloir. Donc moi, en l'occurrence, j'essaie de montrer aux gens déjà qui portent des culpabilités. Tu vois, par exemple, ça m'arrive souvent de leur dire, quand on travaille sur l'estime et que ça révèle, par exemple, un manque d'estime, je leur pose la question, pourquoi une estime si basse? Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Et en fait, les gens, souvent, ils vont dire, je sais pas. Tu vois, ils vont pas dire, mais j'ai rien fait de mal. Souvent, ils vont tout de suite dire, je sais pas, ou... Et tu vois qu'ils cherchent quelque chose qu'ils ont fait de mal. C'est comme si, quelque part, elle est dans l'inconscient, elle est là, il y a une faute. De toute façon, elle est là. Il y a très peu disent, voire aucun dit, j'ai rien fait de mal. Tu vois, si on leur demande, mais qu'est-ce que vous avez fait de mal? Pourquoi ils sont là, je sais pas. Il y a quelque chose. Tu vois, donc déjà d'en prendre conscience pour pouvoir en faire quelque chose. Quelle différence tu ferais, parce que c'est des notions qui sont assez proches, mais entre la culpabilité et la honte, haute valeur importante? Et bien là, ça viendrait chercher cette phrase que toi, tu as expliquée, cette différence qu'il y a entre les deux, que je vais te laisser expliquer parce que je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer justement comment tu fais la différence entre les deux? C'est quoi pour toi la culpabilité? C'est quoi pour toi la honte? La culpabilité, c'est ce que je te disais, c'est souvent ce truc qui va écrire la règle du jeu de je manque d'estime. C'est une faute quelque part où j'ai vécu une situation dans laquelle je ne me suis pas senti assez, où je me suis senti trop, et s'inscrit cette culpabilité. Et c'est cette culpabilité qui va être le frein à aimer celui que je suis entièrement. Donc pour moi, c'est la première notion à travailler quand on travaille l'estime de soi, c'est la notion de culpabilité. Après, quand on a travaillé ça, on peut avoir une bonne estime de soi, être OK avec celui qu'on est, donc avoir travaillé cette culpabilité, ça c'est la première étape. Et ensuite, accepter d'être celui que je suis, mais en plus de le laisser vivre à l'extérieur, de le laisser interagir avec l'extérieur, d'être moi avec les autres. Moi avec moi, on va parler de culpabilité, moi avec les autres, on va parler de honte en fait. Et va revenir justement sur ces hontes ou humiliations que j'ai vécues, ces traumas de honte et d'humiliation que j'ai vécues. C'est pas pour quelque chose que je suis, mais c'est souvent pour quelque chose que j'ai fait, un comportement, une représentation extérieure, une interaction avec l'extérieur pour laquelle on m'a renvoyé de l'humiliation et de la honte en fait. Donc le premier chemin pour moi c'est la culpabilité, aimer qui je suis. Ça honnêtement je trouve que ça peut se faire assez facilement et assez simplement, c'est presque une étape. La deuxième de aimer celui que je suis et en plus de le laisser vivre à l'extérieur, pour moi c'est presque toute la vie en fait. C'est ce que j'appelle se réaliser en fait, de laisser être avec l'extérieur. Et c'est là où on va toucher la honte et l'humiliation.
j'ai peur de ce qu'on va dire de moi, quelque part, de comment on va m'accepter, me rejeter et autres, comment l'autre va m'accepter ou me rejeter. Là, c'est plus une notion de... Surtout si je suis dans ma sincérité, en fait, dans mon authenticité. C'est plus là où il va y avoir de la honte, en fait. Donc la honte, ce serait avec l'extérieur. Moi avec les autres. Moi avec les autres, et la culpabilité, moi avec moi-même. Ouais. Ok. Dans cette notion fondamentale de culpabilité. Je n'aime plus qui je suis. Et je suis devenu le juge, en fait. Sur, voilà, comme on disait, un trauma extrême, une agression, un viol ou autre, ou même un truc qui fait que... moi, j'entends encore régulièrement des gens qui ont dans leur légende, dans leur histoire, de j'étais pas un bébé désiré. Oui. Tu vois, c'est une notion de culpabilité terrible, en fait. Je suis un bébé accident, machin. Moi déjà, j'essaye de vite faire sauter ça en disant un bébé accident. Alors, vous avez des parents qui ne savent pas qu'une relation sexuelle non protégée, par exemple, peut aboutir à un enfant, tu vois. Mais ces notions de bébé accident, de bébé pas désiré, ça fait partir avec un sacré poids, quoi, au départ. Ou, comme on disait dans un autre épisode, je suis une fille et il voulait un garçon, je suis un garçon et il voulait une fille, voilà, il y a un élément qui déclenche le « je ne suis pas bien ». Ouais, je suis pas assez, je suis pas suffisant. Voilà. Si j'étais assez, mon père serait plus proche. Si j'étais assez, ma mère ne serait pas triste. Si j'étais assez, ils passeraient pas leur temps au boulot. Si j'étais assez, ils n'auraient pas fait un petit frère ou une petite sœur. Ça, on le voit beaucoup justement chez les enfants. Les enfants, ils vont se construire jusqu'à l'âge de 7-8 ans, vu que leur cortex n'est pas suffisamment développé, avec une perception du monde qui les entoure comme étant de leur responsabilité. Ça veut dire que s'ils ont un parent qui est colérique, s'ils ont un parent qui est souvent absent, s'ils ont des parents qui divorcent, s'ils ont des parents qui ont un deuxième enfant, ils vont croire, et c'est vraiment cérébral, ils n'ont pas le recul, ils n'ont pas la capacité cérébrale d'avoir du recul et de pouvoir considérer qu'ils ne sont pas responsables de ça. Donc jusqu'à 7-8 ans, un enfant il va être persuadé que tout ce qui se vit dans son environnement proche est de sa responsabilité. Donc en effet, si papa n'est pas souvent à la maison, ça veut dire qu'il n'est pas un enfant suffisamment important pour son père. Il va prendre pour lui. Exactement. Que si maman est fatiguée, c'est parce qu'il est fatigant. Que si papa et maman ont un autre enfant, ça veut dire qu'il ne suffit pas. Que si papa et maman se séparent, c'est forcément que l'enfant a fait ou pas fait quelque chose qu'il fallait pas. L'enfant va vraiment se construire au départ avec cette règle du jeu. C'est cette règle du jeu qui va s'estomper en grandissant, mais qui pour autant peut être vecteur de déjà très tôt porter une énorme culpabilité qui ne lui appartient pas et de la traîner avec lui ou elle tout au long de sa vie. Pour moi, elle peut être, comme tu dis, elle peut évoluer à condition de travailler dessus. Tu vois, et elle peut générer, pour donner des exemples de ce qu'une culpabilité comme ça peut générer, des culpabilités extrêmes, pour moi, peuvent donner des troubles alimentaires, peuvent donner des addictions, peuvent donner des comportements à risque, peuvent donner... parce qu'en fait, il y a cette règle de « je suis coupable », je devrais être puni, en fait. Et donc, c'est toute cette présence de punition dans la vie, en fait. De « je ne peux pas réussir », de sabotage, de syndrome de l'imposteur, de ce que dans la vidéo précédente, j'appelais ces critères de mésestime ou ces alertes sur la mésestime de soi. Et la honte, moi, avec les autres. Tiens, qu'est-ce qu'on va dire de moi si je me comporte comme ça? Donc avec, encore une fois, les conditionnements. Que ce soit dans un système familial, un système social, un système couple, un système qu'est-ce qu'on va dire de moi si je me représente comme ça. Et on retombe sur les vidéos sur la vulnérabilité. À quel point j'accepte la vulnérabilité, à quel point j'accepte mes fragilités, à quel point j'accepte tout ça. Ça, c'est vraiment la notion de honte qui va jouer là-dessus. C'est vrai. Et dans la honte, je vais mentir dans mes interactions avec les autres. Je vais présenter qu'une partie de moi, celle que je juge acceptable pour les autres. Dans la culpabilité aussi. Ouais, alors dans la culpabilité, c'est même pire que ça dans le sens où tout mon comportement va être tourné pour être accepté, quoi. Mais oui, ça se rejoint. Tu vois, ça me fait penser justement à une chose par rapport à cette culpabilité que beaucoup d'enfants vont porter jusqu'à un certain âge
par rapport à leur environnement, c'est en tant que parent de pouvoir exprimer à votre enfant qu'il n'est pas responsable de l'absence du parent, qu'il n'est pas responsable du divorce, de votre divorce, de vos engueulades, de vos séparations. Ça vous appartient à vous en tant qu'adulte et qu'il n'est en rien responsable de tout ça. Ça peut paraître bête, mais le simple fait de pouvoir le verbaliser à un enfant, ça libère beaucoup de choses. Je suis d'accord de lui dire, parce qu'un enfant il le voit, je suis fatigué, mais c'est en rien en lien avec toi. Je suis fatigué parce qu'au travail, machin. Plutôt que de ne rien dire et envoyer chier son gamin en lui disant ah, tu veux bien arrêter de faire du bruit là, tu me saoules. Tu vois, c'est toutes ces petites phrases où justement l'enfant risque d'y prendre pour lui en fait. Parce qu'il n'est pas en mesure de se détacher. Et donc, ouais, c'est jamais anodin comme on parle aux enfants. Je dis pas qu'il faut leur parler comme de la guimauve, loin de là. Mais toutes ces phrases, parfois sous couvert d'humour, de t'es nul, tu sers à rien, ça c'est hyper dur. T'es grosse, t'es maigre, t'es bête, le gamin, vous lui ancrez violemment dans le corps en fait. J'entends régulièrement quand on remonte avec les personnes que j'accompagne sur les jugements qu'elles entendaient, les choses qu'elles entendaient de la part de leurs parents. Et en effet, ça peut paraître tout bête, mais un parent qui va dire à son enfant qu'il est stupide et qui va lui répéter régulièrement, et en grandissant, l'adulte va se considérer comme étant stupide, donc il va porter cette culpabilité-là qui n'a pas lieu d'être, et il va la porter comme un fardeau en considérant qu'il est réellement stupide. Et parfois, pour ne pas trahir son parent, va jouer le stupide. Exactement. Et il va y avoir de l'auto-sabotage, de l'autodestruction, enfin des addictions, des choses comme ça. S'il y avait un tips qu'on pourrait donner par exemple en termes de communication, c'est de faire la distinction entre tu es et tu te comportes. Tu vois, de pointer par exemple un comportement avec lequel on est en droit de pas être d'accord, dire là dans ce comportement est bête, même on peut aller jusque là, mais on pointe le comportement, pas la personne, l'identité. Donc c'est autre chose quoi. Pour reprendre, parce qu'on a eu une coupure. Les aléas de la vidéo. J'ai mouru une fois et du coup on est obligé de reprendre. Et là il a ressuscité d'ailleurs face à un fantôme. Jésus revient. Ah ouais, carrément Jésus. Ça va Lego? Un des tips qu'on avait donné pour la culpabilité, par exemple la culpabilité inconsciente avec les problèmes d'alimentation ou d'addiction. La notion de honte inconsciente va amener, à mon avis, tous les comportements justement un peu à l'inverse, c'est-à-dire par exemple, de prise de parole, où les personnes vont rougir, vont avoir des excès de transpiration, ou les problèmes cutanés, eczéma, psoriasis, toutes ces représentations un peu extérieures, tout ce qui va être en lien à un comportement extérieur. Tu vois, je vois bien la notion de honte là-dedans. Parce que la honte, c'est en lien justement, comme je disais, entre moi et l'extérieur. Donc il y a la notion de systémie qui va se jouer. Donc comme tu le disais... La culpabilité, c'est quelque chose qu'on va pouvoir vraiment travailler et dont on va pouvoir se détacher, se défaire assez facilement par rapport à la honte. Parce que la honte, c'est une émotion qui souvent est engrammée à partir d'une humiliation. Elle implique un autre. Quoi. Exactement. Et du coup, c'est quelque chose qui va probablement nous accompagner un peu toute notre vie parce qu'en effet, comme tu le disais, la honte, c'est en lien avec l'autre. Là où la culpabilité, c'est soi avec soi-même. En fait, une des principales choses qui va aider dans le fait de se défaire de la honte, ça va être de s'émanciper du jugement des autres. Parce c'est une réalité, peu importe qui vous rencontrerez dans votre vie, il y aura toujours du jugement, on est des êtres de jugement. Donc les personnes qui disent pas de jugement, nous on juge pas et tout ça, c'est faux. Parce qu'il y aura toujours du jugement. Il y aura du jugement agréable, du jugement désagréable, mais c'est l'impact que vous donnez à ce jugement qui va faire la différence. Quoi qu'il arrive, quoi que vous ferez dans votre vie, même le simple fait de respirer, vous aurez affaire à des personnes qui jugeront ça. Ça fait partie de notre être en fait. Donc une fois qu'on s'émancipe de ça et qu'on accepte que quoi qu'il arrive, on en aura toute notre vie, eh bien on peut choisir de s'en défaire.
et de se dire ok, quoi que je fasse, il y aura du jugement. Bah, si je faisais les choses pour moi, Exact. peu importe le jugement que vous prendrez, le plus important c'est celui que vous avez sur vous. Je suis d'accord. Donc c'est vraiment dans la honte, l'une des principales choses qui serait à travailler, une des priorités c'est l'émancipation au jugement. Oui, et déjà quand tu es bien avec toi, c'est plus facile. Mais je te rejoins sur le fait que la honte, c'est l'émancipation avec les autres. Et c'est là où on tombe sur les notions de on voudrait faire changer l'autre. Oui. Et parfois, cette émancipation, elle passe par une rupture, ou en tout cas un désengagement, ou en tout cas ne plus donner autant d'importance à la vie de l'autre. La vie, L''AVIS. Ouais. Très bien, et donc pour cette troisième fois, ah non, on peut pas récupérer les adieux formidables que j'avais fait. C'était ma tournée d'adieu et en fait ça a pas voulu, voilà. Oh la tournée d'adieu. Le téléphone n'a pas voulu que ce soit ma tournée d'adieu. Voilà, c'était un C'est peut-être mon dernier jour, comme je suis très malade. En attendant, prenez soin de vous et surtout de la patience. De la patience et des bisous. Des bisous. Non, mais surtout on peut le dire ensemble. Des bisous. Ah, on n'a pas dit ensemble. Et surtout... Attends, recommence. Ah non! Je t'aime. Prenez soin de vous. Et surtout, je vous fais pas de bisous. Non, il vous fait pas de bisous parce qu'il est malade. Quoique, on s'en fout parce que vous pourrez pas les recevoir par vidéo.